Ma femme enceinte m'a interdit l'accès à la salle d'accouchement parce qu'elle voulait que son premier amour, David, soit le premier à tenir son premier enfant. Alors, j'ai coupé les ponts financièrement, annulé sa liste de naissance et laissé la facture à son premier amour. Et me voilà, à 34 ans, essayant toujours de comprendre comment putain j'ai pu me retrouver dans ce pétrin. Je m'appelle Marcus Aille, et jusqu'à récemment, je pensais avoir ma vie bien en main. Je suis charpentier de métier. Pas exactement glamour, mais ça paie les factures et ça m'occupe les mains, ce qui est plus que ce que je peux dire de la moitié des gars avec qui j'étais au lycée, qui vivent encore dans le sous-sol de leurs parents à jouer aux jeux vidéo et à se plaindre du système. J'ai construit ce que je pensais être une vie plutôt décente. Rien d'extravagant, remarquez. Je ne me balade pas dans un pick-up customisé avec des testicules de camion qui pendent à l'arrière, et je n'ai pas de man cave avec 3 écrans plats et un frigo à bière. Mais j'ai un toit solide au-dessus de ma tête, un prêt immobilier qui ne me donne pas envie de pleurer dans mes céréales tous les matins, et assez d'argent en banque pour emmener ma femme dîner dans un endroit plus chic qu'un restaurant de chaîne pour les grandes occasions. En parlant de ma femme, Clara, putain, par où commencer avec Clara? Elle était censée être mon monde, mon tout. La femme qui m'a fait croire à toutes ces conneries de « ils vécurent heureux pour toujours » qu'on vous vend dans les films. Nous sommes mariés depuis 4 ans, et je pensais sincèrement que ce que nous avions était solide, aussi solide que les armoires en chêne que je construis dans mon atelier. Vous connaissez ce sentiment quand vous pensez que vous tenez enfin la vie par les couilles? Ouais, c'était moi. Moi, stupide, naïf, complètement à côté de la plaque. Je me suis cassé le cul pour cette femme. Et je veux dire vraiment casser le cul, des journées de 12 heures à manier le marteau, à mesurer 2 fois et couper 1 fois, à gérer des entrepreneurs incapables d'organiser un défilé d'un seul homme, encore moins un chantier de construction. J'avais constamment mal au dos. Mes mains étaient en permanence tachées de vernis à bois. Et je suis presque sûr d'avoir inhalé assez de sueur pour construire un petit cabanon dans mes poumons. Mais j'ai fait tout ça parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Vous savez, une vie, un avenir, toutes ces saloperies romantiques et sentimentales qui font lever les yeux au ciel aux célibataires et hocher la tête d'un air entendu aux hommes mariés. Le comble, c'est que j'ai refusé de meilleures offres, du vrai argent aussi. Des boulots dans d'autres villes, des opportunités qui auraient pu nous mettre à l'abri pour la vie. Mais non, Marcus le Magnifique décide de rester sur place parce que, Dieu nous en préserve, nous pourrions déraciner notre précieuse petite vie. Nous construisons quelque chose ici, Clara, disais-je, comme une sorte de philosophe plein de sagesse qui aurait percé le secret du bonheur domestique. Pourquoi courir après l'argent alors que nous avons tout ce dont nous avons besoin ici? Christ, j'aurais dû faire payer l'entrée pour que les gens viennent me voir être aussi délirant. Mon pote Léo, qui tient la quincaillerie où j'achète la plupart de mes fournitures, me chambrait sans arrêt sur mon dévouement. Marcus, disait-il en encaissant mon dernier achat de vis et de papier de verre. T'es plus marié à Clara qu'à toi-même, mec. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc juste pour toi? Et je balayais ça d'une blague, en disant que le mariage, c'est une question de compromis et de partenariat, tout en étant secrètement fier de moi d'être un mari si dévoué. Léo n'avait pas tort, cependant. Avec le recul, et croyez-moi, le recul est un vrai salaud, je vois que je m'étais complètement perdu en étant le mari de Clara. J'ai arrêté de voir autant mes amis, arrêté de travailler sur des projets personnels. Merde, j'ai même abandonné mes parties de pêche du dimanche matin parce que Clara disait qu'elle se sentait abandonnée quand je partais pour quelques heures. J'aurais dû voir ce signal d'alarme flotter si fort qu'il aurait pu alimenter une petite éolienne, mais à la place, je l'ai interprété comme son désir de passer plus de temps avec moi, parce que je suis un idiot. Un idiot bien intentionné, travailleur et complètement aveugle. Le plus drôle, c'est que j'aimais vraiment être ce type. Vous savez, le mari dévoué, le pourvoyeur fiable, l'homme qui mettait toujours sa femme en premier. Ça faisait du bien de se sentir nécessaire, d'être le roc dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand Clara se blottissait contre moi sur le canapé après une longue journée, ou quand elle m'apportait un sandwich pendant que je travaillais dans le garage, ou quand elle disait à ses amis à quel point elle avait de la chance de m'avoir. Mec, ces moments valaient toutes les longues heures et les muscles endoloris. Je pensais que je vivais le rêve américain, même. Travailler dur, aimer sa femme, construire une vie ensemble, et tout le reste se mettra en place. Je me souviens d'un soir, ça devait être environ 6 mois avant que tout parte en enfer, Clara et moi étions assis sur notre terrasse arrière, à regarder le soleil se coucher sur le potager à moitié mort de nos voisins.
Elle avait les pieds sur mes genoux et je les lui massais parce qu'elle avait eu une longue journée à son travail de bureau. Un truc dans le marketing que je n'ai jamais vraiment compris, mais j'hochais la tête chaque fois qu'elle en parlait. Tu sais ce que j'aime chez nous, dit-elle, et je me dis, ça y est, un de ces moments romantiques et mielleux qui va me donner l'impression d'être la star de ma propre comédie romantique. On s'accorde parfaitement, comme si on était fait l'un pour l'autre. Et je l'ai cru. Que Dieu me vienne en aide, j'ai cru chaque mot. Je lui ai serré le pied et j'ai répondu quelque chose d'aussi cliché, probablement sur le fait qu'elle me complétait ou une autre connerie à la Jerry Maguire. Mais à ce moment-là, assis là avec ma femme dans la maison que j'avais aidé à construire, entouré par la vie que nous avions créée ensemble, je me sentais le salaud le plus chanceux du monde. C'est ça le truc quand on se fait complètement avoir. On ne le voit jamais venir parce qu'on est trop occupé à se féliciter de la façon dont tout se passe bien. J'étais tellement concentré sur le fait d'être le mari parfait que j'ai manqué tous les signes que ma femme parfaite n'était pas aussi investie dans notre vie parfaite que je le pensais. Mais on arrivera bientôt à ce désastre. Pour l'instant, imaginez-moi. Marcus Hay, charpentier de 34 ans, mari dévoué, futur père, et un pigeon de première classe qui pensait avoir tout compris à la vie. Spoiler alerte, je n'avais rien compris du tout. Putain de merde, je vais être papa. C'était littéralement la première pensée qui m'a traversé l'esprit quand Clara m'a lâché la bombe. Pas un, oh, waouh. Quelle merveilleuse nouvelle. Ou un, je suis si excité de commencer ce voyage avec toi, ma femme bien-aimée. Non, juste un bon vieux, putain de merde, américain, suivi du genre de pleurs moches qu'on ne voit habituellement qu'aux enterrements ou quand votre équipe perd le Super Bowl en prolongation. C'était un mardi soir de mars, et je venais de rentrer chez moi après avoir installé des armoires de cuisine dans le manoir d'une dame riche qui avait changé d'avis sur les poignées 3 fois et agissait comme si j'étais personnellement responsable d'avoir ruiné toute sa vision esthétique. J'étais sale, fatigué, et je n'aspirais à rien de plus qu'une bière, un sandwich, et peut-être la fin du match qui passait à la télé. Mais Clara avait d'autres plans. Elle était assise à la table de notre cuisine, celle que j'avais construite moi-même avec du bois de grange récupéré parce qu'apparemment je suis un masochiste avec un regard bizarre. Pas triste, pas heureuse, juste intense, comme si elle essayait de résoudre un problème de maths très compliqué dans sa tête. Devant elle, il y avait ce petit bâtonnet de plastique blanc qui ressemblait étrangement à ces tests de grossesse qu'on voit dans les films juste avant que la vie de quelqu'un ne soit complètement bouleversée. Alors, dit-elle, et sa voix avait ce tremblement qui m'a fait descendre l'estomac plus vite qu'un ballon de plomb. Tu te souviens que je me sens un peu bizarre ces derniers temps. Et c'est là que j'ai compris. Les nausées matinales qu'elle mettait sur le compte de ce restaurant chinois douteux, les envies de nourriture étrange qui me faisaient courir à l'épicerie à 22 heures pour des cornichons et de la crème glacée comme un stéréotype de grossesse ambulant. La façon dont elle s'endormait sur le canapé tous les soirs à 20h30, ce que j'avais simplement attribué à son travail stressant. J'ai regardé ce petit bâtonnet en plastique, puis Clara, puis de nouveau le bâtonnet, et j'ai senti quelque chose en moi se briser complètement. Pas se briser comme si quelque chose était endommagé, mais se briser comme un barrage, laissant place à un flot d'émotions que je ne savais même pas que j'avais. Avant de m'en rendre compte, je sanglotais comme un petit gamin qui venait d'apprendre que le Père Noël existait vraiment, après tout. Tu es. On va. Je n'arrivais même pas à sortir les mots à travers mes pleurs. Clara a juste hoché la tête. Et puis elle s'est mise à pleurer aussi. Et nous étions tous les deux assis là, à notre table de cuisine, vivant probablement le moment le plus émouvant de tout notre mariage à cause d'un bâtonnet pour faire pipi. Romantique à souhait, n'est-ce pas? Mais mec, une fois le choc initial passé, j'étais à fond. Genre, de manière embarrassante, complètement aux anges, à fond. Je suis passé de 0 à super papa plus vite qu'on ne peut dire, bébé à bord. Le lendemain, je me suis pointé au bureau de Clara avec le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver. Rose, lys, gypsophile, tout le tout team. Ça m'a coûté presque $50, ce qui peut ne pas sembler beaucoup pour certains, mais quand on vit avec un salaire de charpentier et qu'on essaie d'économiser pour un bébé, $50, c'est un vrai engagement. Ses collègues souriaient comme des idiots quand je suis entré avec cet énorme arrangement floral, comme si j'essayais de m'excuser pour une infidélité ou quelque chose du genre. Occasion spéciale, a demandé Jeannette de la compta, qui m'avait toujours semblé être le genre de femme qui vivait par procuration à travers les relations des autres parce que la sienne était plus morte qu'un animal écrasé sur la route. On va avoir un bébé, ai-je annoncé, probablement assez fort pour que tout le bureau l'entende.
Et je jure devant Dieu que j'avais l'impression que j'allais éclater de fierté, comme si je venais de gagner à la loterie, de gravir l'Everest et de résoudre la faim dans le monde, tout ça en même temps. Ce n'était que le début de ma transformation en ce que ma sœur Rachel décrirait plus tard comme « le futur père le plus agaçant de dévouement de l'histoire de l'humanité ». Chaque semaine, comme une horloge, je me présentais avec des fleurs. Pas les bouquets bon marché de la station-service, non. Je parle des trucs de qualité du vrai fleuriste qui me coûtait un bras, mais qui faisait des compositions dignes d'un magazine. Quand les nausées matinales ont frappé Clara de plein fouet vers la 6e semaine, je suis devenu un mélange de Gordon Ramsay et de Monsieur Rogers. Je me levais tôt chaque matin pour lui faire du thé au gingembre et des toasts coupés en petits triangles parce qu'elle disait que les croûtes lui donnaient la nausée. Je lui préparais des crackers et du soda au gingembre pour le travail, je laissais des petits mots d'encouragement dans son sac à lunch, et je rentrais en courant pendant ma pause déjeuner pour voir comment elle allait si elle passait une journée particulièrement difficile. Le véritable chef-d'œuvre, cependant, a été le fauteuil à bascule. J'ai passé 3 semaines dans mon garage après le travail, à sélectionner soigneusement le morceau de chêne parfait, à mesurer et à couper chaque pièce à la main, à poncer jusqu'à ce que mes bras soient engelés. Je voulais qu'il soit parfait, pas seulement fonctionnel, mais beau, quelque chose dans lequel Clara pourrait allaiter notre bébé, quelque chose qui durerait des générations. J'ai même gravé nos initiales et la date au dos, avec un petit cœur. Ouais, je sais comment ça sonne. J'étais en gros une carte de vœux Hallmark incarnée. Ma sœur Rachel, que son cœur sarcastique soit béni, me chambrait sans cesse sur ma nouvelle obsession pour tout ce qui concernait les bébés. Elle habitait à environ 20 minutes et s'était donné pour mission personnelle de me garder les pieds sur terre, ce qui signifiait apparemment se moquer de moi sans pitié à chaque occasion. Marcus, a-t-elle dit un jour en me surprenant à lire « Le guide de la future maman » pour la 3e fois. Tu réalises que le bébé n'a même pas encore la taille d'un grain de raisin, n'est-ce pas? Tu agis comme si Clara allait accoucher demain. Mais je m'en fichais. J'allais être papa, et j'allais être le meilleur putain de papa qui ait jamais existé. J'ai lu tous les livres sur les bébés que j'ai pu trouver. Je parle de tout, des trucs de base sur les soins aux bébés aux livres de philosophie parentale plus avancés qui me faisaient mal au crâne mais me convainquaient que je devais comprendre les implications psychologiques des différentes berceuses. Pendant ces sessions de lecture du soir, Clara se blottissait contre moi sur le canapé, la tête sur mon épaule, et je lisais des passages à voix haute en caressant son ventre encore plat. « Écoute ça », disais-je. Il est dit ici que les bébés peuvent entendre les sons de l'extérieur de l'utérus à partir de 20 semaines environ. On devrait commencer à mettre de la musique classique. Et Clara riait, de ce rire authentique et heureux qui me faisait retomber amoureux d'elle, et disait quelque chose comme « Marcus, tu vas être un père tellement génial ». C'étaient les moments que je pensais durer éternellement. Moi, Clara, notre bébé à naître, et tout le temps du monde pour construire la famille parfaite. Je chuchotais des promesses à son ventre, que je ne les abandonnerais jamais, que je serais toujours là, que notre enfant n'aurait jamais à se demander si son papa l'aimait. Et je pensais chaque mot. Avec le recul, ces quelques mois ont peut-être été les plus heureux de toute ma vie. Je construisais une famille, créant quelque chose de réel, de durable et de beau. Ou du moins, c'est ce que je pensais faire. Vous connaissez ce sentiment quand vous marchez dans la rue, en vous occupant de vos affaires, en vous sentant plutôt bien dans votre vie, et que vous marchez soudainement dans une énorme merde de chien? Ouais, c'est à peu près ce que j'ai ressenti quand David Cross est revenu dans nos vies comme s'il était chez lui. Sauf que ce tas de merde de chien particulier avait des abdos parfaits, un sourire ravageur et, apparemment, la capacité surnaturelle de faire oublier à ma femme enceinte qu'elle avait un mari. Ça a commencé assez innocemment. Ou du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire pendant que mes tripes me hurlaient que quelque chose n'allait vraiment pas. Clara est rentrée de son rendez-vous chez le médecin un après-midi. C'était vers le 4e mois de grossesse, juste au moment où son ventre commençait à s'arrondir et où je commençais à être tout excité à l'idée d'avoir enfin un ventre de bébé visible à qui parler. Et elle avait cette énergie bizarre. Pas une bizarrerie négative, mais une bizarrerie différente, comme si elle venait de croiser un vieil ami à l'épicerie et avait passé 20 minutes à rattraper le temps perdu dans le rayon des céréales. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu aujourd'hui, dit-elle, posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine avec un peu trop de désinvolture. Vous savez, ce faux naturel que les gens adoptent quand ils s'apprêtent à annoncer une nouvelle qu'ils savent que vous n'allez pas aimer. C'était Clara à ce moment-là. Qui, ai-je demandé? Parce qu'apparemment, je suis masochiste et je n'ai jamais appris à reconnaître quand l'ignorance pourrait être une bénédiction.
David Cross. Et voilà. Le nom que je n'avais pas entendu depuis des années, mais que je savais, d'une manière ou d'une autre, qu'il allait foutre en l'air ma vie dès qu'il sortirait de sa bouche. David, putain de Cross. Le petit ami du lycée de Clara. Son premier amour. Le gars dont elle parlait sans cesse au début de notre relation, jusqu'à ce que je doive finalement lui dire qu'entendre parler des gestes romantiques de son ex ne me faisait pas vraiment sentir comme un dieu. Bon, je ne suis généralement pas du genre jaloux. Je veux dire, on a tous des ex, non? On a tous cette personne de notre passé qui a compté à un moment donné. Mais David n'était pas n'importe quel ex. C'était le gars que Clara avait décrit comme son premier et unique amour, à l'époque où nous sortions ensemble, avant qu'elle ne décide que je valais la peine de me poser avec. Le gars avec qui elle avait perdu sa virginité. Le gars qui, apparemment, avait établi la norme d'or du romantisme contre laquelle je me battais sans le savoir depuis des années. Ah ouais, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable pendant que mon cerveau commençait à s'emballer dans des scénarios catastrophes plus vite qu'une tornade au Kansas. Comment va-t-il? Bien, en fait. Très bien. Il a l'air. Elle a fait une pause et je jure devant Dieu que je pouvais l'avoir cherché un mot qui ne me donnerait pas envie de mettre mon poing dans le mur en placo que j'avais installé moi-même. Il a l'air en très bonne santé. Il travaille comme coach sportif depuis son deuxième divorce. Deuxième divorce. Permettez-moi de faire une pause ici pour apprécier l'ironie. Ce type, ce supposé parangon de perfection masculine qui avait mis la barre si incroyablement haut pour tous les autres hommes dans la vie de Clara, s'était déjà planté dans 2 mariages. Mais d'une manière ou d'une autre, aux yeux de Clara, il était toujours le golden boy qui s'était échappé. D'après le récit haletant de Clara de leur rencontre fortuite chez le médecin, quelles étaient les chances, hein? David était là pour rendre visite à sa sœur, qui travaillait comme infirmière. Il était parti pendant des années, vivant dans différentes villes, essayant de faire fonctionner les choses avec sa première femme, puis sa deuxième, et maintenant il était de retour dans notre petite ville endormie. Travaillant dans une salle de sport chic où des femmes au foyer désespérées payaient des prix exorbitants pour qu'un beau gosse leur dise comment utiliser un tapis de course. Il a demandé de nos nouvelles, a poursuivi Clara. Et j'ai remarqué qu'elle tripotait son alliance. Je lui ai parlé du bébé. Il avait l'air vraiment heureux pour nous. Heureux pour nous, bien sûr. Parce que rien ne dit, je suis sincèrement heureux du succès de mon ex-petite amie, comme de réapparaître dans sa vie juste au moment où elle est la plus vulnérable et hormonale. Je suis sûr que son timing était purement fortuit. C'est gentil, ai-je dit, parce que qu'est-ce que j'étais censé dire d'autre? Chérie, je préférerais que tu ne parles pas au gars dont tu étais follement amoureuse pendant que tu portes notre enfant. Ça me ferait passer pour un connard contrôlant. Et la dernière chose que je voulais, c'était de donner à Clara une raison de penser que David était l'option la plus raisonnable. Mais voilà le problème. Au cours des semaines suivantes, le nom de David a commencé à apparaître dans la conversation avec une fréquence alarmante. David a mentionné ce super cours de yoga prénatal. David a dit que sa sœur recommandait cette maison de naissance. David pense qu'on devrait envisager un accouchement dans l'eau. David, putain de David. C'était comme si le gars s'était autoproclamé notre consultant de grossesse non officiel et que Clara gobait tout. Puis sont venus les textos. Oh, les putains de textos. Clara avait toujours été assez ouverte avec son téléphone en ma présence. Nous n'étions pas un de ces couples qui cachent leurs appareils ou agissent de manière secrète à propos de leur communication, mais soudain, son téléphone était face contre table pendant le dîner. Quand il vibrait, elle y jetait un coup d'œil, puis le retournait rapidement avec un petit sourire qui me nouait l'estomac. Qui t'envoie un message, ai-je demandé un soir, alors que son téléphone s'illuminait pour la 3e fois pendant notre repas. Juste David, dit-elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il prend de mes nouvelles. N'est-ce pas adorable? Adorable. Bien sûr. Parce que rien ne dit, limites appropriées, comme un coach sportif fraîchement divorcé qui envoie des textos à la femme enceinte d'un autre homme pour prendre des nouvelles de ses sentiments. Je suis sûr que ses motivations étaient purement platoniques et n'avaient absolument rien à voir avec le fait que les femmes enceintes se sentent souvent vulnérables et peu appréciées. Ce sont les textos tard dans la nuit qui m'ont vraiment touché. Je me réveillais à 2 heures du matin pour aller aux toilettes et je voyais Clara, assise dans le lit, le téléphone brillant dans l'obscurité, tapant avec une concentration qu'elle réservait habituellement aux emails importants du travail. Quand elle remarquait que j'étais réveillé,
Elle rangeait rapidement le téléphone et se blottissait contre moi comme si de rien n'était. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» demandai-je. « Juste agité » disait-elle. « Le bébé n'arrête pas de donner des coups. » Mais je connaissais la vérité. David tenait ma femme éveillée la nuit, et elle le laissait faire. Ma sœur Rachel, qui a la subtilité d'une brique à travers une fenêtre et l'intuition d'une putain de voyante, a immédiatement compris la situation quand j'ai mentionné la réapparition miraculeuse de David lors de l'un de nos cafés hebdomadaires. « Marcus », dit-elle, en remuant son latte avec le genre d'intensité agressive qui signifiait qu'elle s'apprêtait à lâcher des vérités. « Ne laisse pas l'histoire se réécrire dans ta propre maison. C'est exactement ce que ce connard essaie de faire. » Mais j'ai balayé ça d'un revers de main, parce que je suis un optimiste et un idiot. Et parce que je voulais croire que la femme que j'avais épousée, la femme qui portait mon enfant, ne serait pas assez stupide pour mettre en péril tout ce que nous avions construit pour une aventure nostalgique avec son petit ami du lycée. Avec le recul, j'aurais dû faire confiance à mon instinct. J'aurais dû faire confiance à Rachel. Merde, j'aurais dû faire confiance aux signaux d'alarme évidents qui flottaient si fort qu'ils auraient pu générer leur propre système météorologique. Mais à la place, j'ai choisi de faire confiance à Clara. Et ça, comme on dit, a été ma première erreur. S'il y a une chose que je peux dire sur moi-même, c'est que quand je m'engage dans quelque chose, je me donne à fond, putain. Et pour la préparation de l'arrivée de notre bébé, mec, je me suis donné plus à fond qu'un linebacker poursuivant un ballon perdu. Je parle d'un engagement à grande échelle, sans regarder à la dépense, du niveau, cet enfant aura tout ce dont il pourrait avoir besoin. Avec le recul, je réalise que je surcompensais probablement la distance croissante que je sentais entre Clara et moi. Mais à l'époque, je me suis convaincu que j'étais juste un bon pourvoyeur. Un mari génial, le père de l'année avant même que l'enfant ne soit né. La chambre du bébé est devenue mon obsession. Pas n'importe quelle chambre, remarquez, mais le genre de paradis pour bébé qui ferait pleurer d'envie les mamans de Pinterest. J'ai passé des semaines à rechercher des berceaux, à lire des avis, à comparer les normes de sécurité et à rendre Clara absolument folle avec mes questions sur les thèmes et les palettes de couleurs. Voulait-elle des animaux de la savane? Des ours en peluche classiques? Quelque chose de neutre avec des jaunes et des verts? J'étais comme un homme possédé, armé d'un mètre ruban et de catalogues d'articles pour bébé. Marcus, a dit Clara un soir en me trouvant penché sur mon ordinateur portable à minuit, parcourant des sites de meubles pour bébé comme si je révisais pour le barreau. C'est juste un berceau. Choisis-en un. Juste un berceau. Juste un berceau. C'était le premier lit de notre enfant. L'endroit où il dormirait les premières années de sa vie, où il ferait ses premiers rêves et, espérons-le, n'aurait pas de cauchemar sur les choix de décoration douteux de son père. Il n'y avait rien de juste là-dedans. J'ai fini par opter pour ce berceau convertible qui coûtait plus cher que ma première voiture. Construction en bois massif, finition non toxique et la capacité de se transformer en lit d'enfant puis en lit double. C'est un investissement, ai-je expliqué à Clara quand elle a vu le prix et a failli s'étouffer avec ses vitamines prénatales. Ce berceau durera jusqu'à ce qu'il aille à l'université. Mais le berceau n'était que le début. Oh non, je ne faisais que m'échauffer. Ensuite, il y a eu la poussette. Et laissez-moi vous dire que le monde des dispositifs de transport pour bébé est plus compliqué que la planification d'une mission de la NASA. Il y a des poussettes de jogging, des systèmes de voyage, des poussettes cannes légères et des modèles européens haut de gamme qui coûtent plus cher que le loyer de certaines personnes. J'ai lu tous les avis, regardé toutes les vidéos de comparaison sur YouTube et j'ai probablement poussé le personnel de vente du magasin de puériculture au bord de la crise de nerfs avec mes questions interminables. Je me suis décidé pour ce système de voyage de luxe qui semblait pouvoir survivre à une apocalypse zombie tout en offrant un confort maximal à notre précieuse cargaison. Il avait des roues tout-terrain, un système de harnais à 5 points, et suffisamment de porte-gobelets et de compartiments de rangement pour faire pleurer de joie une mère de famille. En sortant du magasin, j'avais l'impression de venir d'acheter un SUV de luxe pour quelqu'un qui ne pouvait même pas encore tenir sa propre tête. Puis il y a eu la question du siège auto, qui m'a transformé en un véritable inspecteur de la sécurité. J'ai passé un samedi entier à la caserne des pompiers pour me former aux techniques d'installation appropriées, car apparemment, environ 80% des sièges auto sont mal installés, et il était hors de question que mon enfant fasse partie de cette statistique. Le pompier qui m'a aidé, un gars patient nommé Steve qui devait avoir l'habitude des pères pour la première fois névrosés, a dû me montrer l'angle et la tension correcte 20 fois avant que je sois satisfait.
C'est bon, papa, a dit Steve, en secouant une dernière fois le siège auto pour démontrer sa stabilité. Ce truc ne bougera pas. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Clara a mentionné qu'elle voulait des photos professionnelles après la naissance. Alors, j'ai cherché des photographes de nouveau-nés comme si j'embauchais un juge de la Cour suprême. J'ai interviewé 3 photographes différents, regardé des milliers de photos d'exemples, et j'ai finalement réservé des séances avec quelqu'un qui facturait plus cher de l'heure que ce que je gagnais en une journée. Mais qui promettait des captures artistiques intemporelles de vos moments précieux. C'est avec les soins postpartum que j'ai vraiment exagéré. J'ai engagé une doula, l'un de ces types de déesses de la naissance mystique qui promettait d'aider Clara pendant le travail et de fournir un soutien pendant ses premières semaines cruciales. J'ai organisé un service de livraison de repas pour nous apporter des dîners sains et bio pendant le premier mois. J'ai même réservé une infirmière de nuit pour les 2 premières semaines parce que j'avais lu quelque part que le manque de sommeil était un facteur majeur de la dépression postpartum et je voulais que Clara ait tous les avantages possibles. Mon collègue Jared, qui avait 3 enfants et possédait apparemment la sagesse qui vient d'avoir survécu à plusieurs rounds de paternité, a essayé de me raisonner pendant une de nos pauses déjeuner. Marcus, mec, tu y vas un peu fort là, a-t-il dit, en déballant son sandwich à la mortadelle avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui a appris à choisir ses batailles. Ne la laisse pas te saigner à blanc avant même que le bébé n'arrive. Les enfants ont besoin d'amour et d'attention plus que de merde chère. Mais je l'ai juste ignoré en riant. Allons, Jared. C'est mon premier enfant. On veut bien faire les choses. Bien faire les choses ne veut pas dire dévaliser tout le magasin pour bébé, a-t-il répondu. Mon premier a dormi dans un berceau d'occasion et portait les vieux bodys de son cousin, et il s'en est très bien sorti. Mieux que bien. En fait, il est à l'université maintenant avec une bourse. J'appréciais le point de vue de Jared. Vraiment. Mais il ne comprenait pas ce que j'essayais d'accomplir. Il ne s'agissait pas seulement de se préparer pour un bébé. Il s'agissait de prouver quelque chose à Clara, à moi-même, à l'univers. Je montrais à tout le monde que je pouvais subvenir à nos besoins, que j'étais prêt à être père, que notre enfant ne manquerait de rien. Chaque achat était comme une déclaration d'amour, une promesse que je faisais à mon enfant à naître. Les draps en coton bio coûteux murmuraient, « Papa s'assurera que tu sois à l'aise ». Le système de surveillance de bébé à la pointe de la technologie disait, « Papa veillera toujours sur toi ». Le tirelet haut de gamme parce que Clara voulait essayer d'allaiter annonçait, « Papa soutient tous les choix de maman ». Clara semblait assez contente de mes préparatifs, même si j'ai remarqué qu'elle était de plus en plus distraite lors de nos virées shopping. Elle choisissait des articles avec une sorte d'efficacité absente, hochant la tête à mes explications enthousiastes sur les diverses caractéristiques des produits, mais sans jamais vraiment s'impliquer dans le processus comme je l'aurais cru. Quand je lui demandais son avis sur quelque chose, comme si nous devions prendre la table à langer de luxe ou le modèle premium, elle disait généralement simplement, « Ce que tu penses être le mieux, Marcus. » Ce que je pensais être le mieux. À l'époque, j'ai interprété cela comme de la confiance, comme si Clara reconnaissait mon dévouement et me laissait prendre les devants pour la préparation de l'arrivée de notre enfant. Maintenant, je réalise que c'était probablement plus de l'indifférence, comme si elle faisait semblant pendant que son esprit était complètement ailleurs. Mais je ne l'ai pas vu à l'époque. J'étais trop occupé à être super papa, trop concentré sur la création de l'environnement parfait pour notre bébé parfait pour remarquer que ma femme était déjà en train de se désengager de notre vie parfaite. Vous savez, dans ces films romantiques clichés, ils montrent toujours le moment où tout commence à s'effondrer au ralenti. La caméra zoome sur le visage de quelqu'un qui réalise que son monde parfait est en train de s'écrouler. La musique dramatique s'intensifie et on peut presque voir son cœur se briser en temps réel. Eh bien, la vraie vie n'est pas aussi cinématographique. La vraie vie ressemble plus à une mort par 1000 coupures de papier. Des moments minuscules, apparemment insignifiants, qui vous vident lentement de votre sang jusqu'à ce qu'un jour, vous vous réveillez et réalisiez que vous vivez avec une parfaite inconnue. C'est ce qui s'est passé avec Clara et moi pendant ce qui aurait dû être les mois les plus excitants de nos vies. Pendant que j'étais occupé à construire des berceaux et à rechercher du matériel pour bébé comme un maniaque en pleine nidification, ma femme disparaissait lentement mais sûrement sous mes yeux. Et comme le connard inconscient que je suis apparemment, j'ai continué à trouver des excuses pour chaque signal d'alarme jusqu'à ce que j'ai plus d'excuses qu'un politicien pris la main dans le sac. Ça a commencé avec les conversations au dîner, ou plutôt, leur absence totale. Clara et moi parlions de tout, les drames du travail, les conneries qu'on voyait sur les réseaux sociaux,
les plans pour le week-end, les pensées aléatoires qui nous traversaient l'esprit. On restait parfois 1 heure à table, à parler et à rire comme si on appréciait vraiment la compagnie de l'autre. Mais quelque part vers le 5e mois de sa grossesse, ces conversations se sont taries plus vite qu'une flaque d'eau dans le désert. « Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je, en m'installant à ma chaise avec le chef-d'œuvre culinaire que j'avais improvisé. Et je cuisinais beaucoup plus à ce moment-là. En partie parce que les niveaux d'énergie de Clara étaient au plus bas et en partie parce que j'avais lu quelque part que les femmes enceintes avaient besoin d'une nutrition supplémentaire et j'étais déterminé à être le mari le plus attentionné de l'histoire du mariage. « Bien, disait-elle, sans même lever les yeux de son téléphone. Il s'est passé quelque chose d'intéressant au travail ? Pas vraiment. Comment tu te sens ? Le bébé te cause des soucis aujourd'hui ? Ça va. C'était comme essayer d'avoir une conversation avec un adolescent particulièrement désintéressé. Des réponses d'un mot, 0 contact visuel, et cette ambiance générale qu'elle préférerait être littéralement n'importe où ailleurs sur la planète plutôt qu'assise à une table avec son mari aimant et dévoué. Mais bon, elle était enceinte, non ? Les hormones la rendaient probablement d'humeur changeante. C'est ce que disaient tous les livres, en tout cas. C'est pendant les week-ends que les choses sont devenues vraiment bizarres. Avant la réapparition miraculeuse de David, Clara et moi passions nos samedis ensemble, à faire la grasse matinée, à préparer le petit déjeuner, peut-être à aller au marché fermier ou à travailler sur de petits projets dans la maison. Les dimanches matins étaient consacrés au café paresseux et à la lecture du journal, aux siestes de l'après-midi, et en général à se comporter comme le couple marié dégoûtant de bonheur que nous pensions être. Mais soudain, Clara avait tous ses plans mystérieux avec des « amis ». Elle partait pendant des heures, revenant généralement vers l'heure du dîner avec une lueur que je n'avais pas vue depuis des mois. Pas la lueur de la grossesse dont on parle dans les magazines. C'était différent. C'était la lueur de quelqu'un qui avait été dans un meilleur endroit avec quelqu'un de plus intéressant, faisant quelque chose de plus excitant que de traîner avec son mari ennuyeux. « Comment s'est passée ta journée entre filles ?» demandai-je quand elle franchissait la porte, parce qu'apparemment je suis un masochiste qui aime poser des questions dont il ne veut pas vraiment les réponses. « Très bien, disait-elle, et il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui me serrait l'estomac. Comme si elle était surprise de se souvenir à quel point la vie pouvait être belle. On est allé dans ce nouveau café en ville, on a fait un peu de shopping, tu sais. Mais voilà le problème. Je connaissais la plupart des amis de Clara, et la moitié d'entre elles étaient soit occupées avec leurs propres enfants, soit vivaient dans d'autres villes. L'autre moitié n'était pas vraiment du genre à passer des samedis entiers à sauter de café en café et à faire du shopping. Alors, qui étaient ces mystérieux amis et pourquoi n'avais-je jamais entendu leur nom avant ? Je n'ai pas demandé, cependant, car demander m'aurait fait passer pour un paranoïaque et un contrôlant, et je m'accrochais encore désespérément à l'illusion que j'étais le mari compréhensif et solidaire qui faisait entièrement confiance à sa femme. Même quand cette confiance commençait à ressembler à un nœud coulant autour de mon cou. Le coup de grâce est venu quand j'ai commencé à proposer de l'aide pour les choses basiques de la grossesse. Vous savez, le genre d'activité de partenaire de soutien que tous les livres sur la grossesse recommandent. Je suggérais d'aller ensemble aux rendez-vous prénataux, de suivre peut-être un cours de préparation à l'accouchement ou simplement de passer du temps à travailler sur la chambre du bébé en équipe. Des activités simples, saines, du type « préparons-nous ensemble pour notre bébé ». Tu veux que je vienne avec toi chez le docteur Martinez la semaine prochaine, ai-je demandé un soir, alors que Clara faisait défiler son téléphone avec le genre de concentration intense habituellement réservé à la neurochirurgie. En fait, c'est David qui va me conduire, dit-elle sans même lever les yeux. Son emploi du temps est plus flexible que le tien. David. Bien sûr, c'était David. Parce qu'apparemment, mon travail, le travail qui payait toutes ses dépenses médicales, au passage, était trop inflexible pour accommoder quelque chose d'aussi trivial que les rendez-vous prénataux de ma femme. Mais monsieur le coach sportif pouvait réorganiser son emploi du temps d'enseignement de squat à des dames riches. Je peux prendre mon après-midi, ai-je offert, en essayant de cacher le désespoir dans ma voix. Ne sois pas idiot, dit Clara, levant enfin les yeux avec ce sourire condescendant que les gens mariés utilisent quand ils essaient de clore une conversation. Tu travailles déjà si dur. Et puis, ça ne dérange pas David. Ça ne dérange pas David. Eh bien, n'est-ce pas putain de fantastique ? Le gars qui avait abandonné 2 mariages était parfaitement heureux de jouer le partenaire de soutien pour ma femme enceinte pendant que je me cassais le cul pour subvenir aux besoins de notre famille. Ça a empiré.
quand j'ai suggéré que nous peignions la chambre du bébé ensemble, vous savez, l'une de ces jolies activités de couple qui nous donnerait quelque chose sur quoi nous lier, Clara m'a informé qu'elle et David s'en étaient déjà occupés. Quand, ai-je demandé, car pour autant que je sache, les murs de notre chambre de bébé étaient toujours du même beige ennuyeux que lorsque nous avions emménagé. Le week-end dernier, dit-elle nonchalamment, comme si elle parlait de la météo. Pendant que tu étais chez Léo pour l'aider avec sa terrasse. Donc, pendant que j'étais un bon ami et voisin, aidant Léo à reconstruire sa terrasse arrière, parce que c'est ce que les gens décents font les uns pour les autres, ma femme jouait à la petite maison avec son ex-petite amie dans ce qui était censé être la chambre de notre bébé. Ils avaient passé tout un après-midi ensemble, probablement à rire et à se remémorer le bon vieux temps en appliquant de la peinture sur des murs que je payais. Quelle couleur avez-vous choisi, ai-je demandé, parce qu'apparemment je me déteste. Un joli jaune pastel, dit-elle. David a pensé que ce serait parfait pour un garçon ou une fille. David a pensé. David, putain, a pensé. Parce qu'apparemment, l'opinion de David sur la chambre de notre bébé était plus importante que la mienne. Le gars qui serait parti au moment où les choses deviendraient difficiles avait plus son mot à dire sur l'environnement de notre enfant que le père qui avait planifié, préparé et économisé pendant des mois. Mais la pire partie, la chose qui m'a donné envie de mettre mon poing dans le mur en placo que j'avais installé moi-même, c'était de voir à quel point Clara avait l'air heureuse quand elle parlait de ses aventures avec David. Son visage s'illuminait, sa voix s'animait, et pendant un instant, elle ressemblait à la femme dont j'étais tombé amoureux, sauf que cette femme n'était apparemment disponible que lorsqu'on discutait d'un autre homme. Chaque nuit, je m'allongeais dans le lit à côté de ma femme, cette étrangère qui ressemblait à Clara mais agissait comme quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, et je me demandais ce qui putain nous était arrivé. Nous étions là, censés nous préparer ensemble pour le plus grand moment de nos vies, et je me sentais plus seul que lorsque j'étais réellement célibataire. Mais je continuais à me dire que c'était temporaire. Les hormones de grossesse, le stress, l'anxiété pré-bébé, n'importe quoi sauf la vérité qui me regardait droit dans les yeux. Ma femme était en train de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, et j'étais trop lâche pour faire quoi que ce soit. 2 semaines avant la date prévue de l'arrivée de notre bébé, Clara a lâché une bombe qui a fait passer Hiroshima pour un pétard mouillé. J'ai eu cette sensation bizarre toute la journée. Vous savez, cette sensation quand vos tripes essaient de vous dire quelque chose que votre cerveau ne veut pas entendre? Comme quand vous marchez dans une ruelle sombre et que tous vos instincts crient « danger », mais que vous continuez à vous dire que vous êtes juste paranoïaque. C'était moi pendant environ 72 heures d'affilée, regardant ma femme se déplacer dans notre maison comme si elle préparait quelque chose. C'était un jeudi soir et je venais de rentrer d'une journée particulièrement brutale à installer des moulures pour une dame riche et névrosée qui avait changé d'avis sur le design 3 fois et agi comme si j'étais personnellement responsable de ruiner sa vision de la perfection domestique. J'étais fatigué, j'avais mal au dos, et tout ce que je voulais, c'était une bière, un dîner, et peut-être une soirée tranquille avec ma femme enceinte à parler de prénoms pour le bébé ou des touches finales de la chambre. Vous savez, des trucs normaux que les couples normaux font quand ils sont sur le point de devenir parents. Mais Clara avait d'autres plans. Elle était assise à la table de notre cuisine, cette même table que j'avais construite de mes propres mains avec du bois de grange récupéré parce qu'apparemment je suis un masochiste qui aime s'entourer de souvenirs de temps meilleurs et elle avait un regard qui m'a glacé le sang. Pas nerveuse, pas contrariée, mais déterminée. Comme si elle avait répété ce moment dans sa tête pendant des semaines et avait finalement trouvé le courage d'appuyer sur la gâchette. Elle avait fait du thé, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait vraiment pas, car Clara ne faisait jamais de thé, sauf si elle était malade ou sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Et du bon, en plus. Pas les sachets bon marché que nous utilisions habituellement, mais la camomille en vrac qu'elle gardait pour les grandes occasions. Elle essayait de créer une sorte d'atmosphère calme et civilisée pour la bombe nucléaire qu'elle s'apprêtait à lâcher sur notre mariage. « Marcus », dit-elle, et ses mains tremblaient en portant la tasse à ses lèvres. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Et voilà, le moment que tout homme marié redoute. Quand votre femme dit qu'elle doit parler de quelque chose d'important, et vous savez avec une certitude absolue que votre vie est sur le point d'être retournée comme une chaussette dans la machine à laver. Je me suis assis en face d'elle, en essayant de garder une expression neutre pendant que mon cerveau commençait à passer en revue tous les scénarios de catastrophe possibles. « D'accord », ai-je dit, parce que qu'est-ce que j'étais censé dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a pris une autre gorgée de thé, a posé la tasse avec un soin exagéré, et m'a regardé droit dans les yeux avec le genre de résolution que les gens réservent habituellement à la confession de crimes de guerre.
J'ai réfléchi à l'accouchement, a-t-elle dit, et j'ai décidé que je ne te veux pas dans la salle d'accouchement. Les mots m'ont frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Pendant un moment, je ne pouvais littéralement plus respirer. Je suis juste resté là, à fixer cette femme qui ressemblait à ma femme mais qui disait des choses qui n'avaient absolument aucun putain de sens. J'avais planifié ce moment pendant des mois, en lisant sur la façon d'être un partenaire de naissance soutenant, en pratiquant des exercices de respiration, en recherchant tout ce que je pouvais sur le travail et l'accouchement pour pouvoir être là pour Clara quand elle aurait le plus besoin de moi. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je réussi à croasser, même si j'étais à peu près sûr de savoir exactement ce qu'elle voulait dire, et mon cerveau espérait juste désespérément une sorte de malentendu qui rendrait cette conversation moins catastrophique. Clara a pris une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger en eau profonde, et a continué avec le genre de certitude calme qui me donnait envie de renverser la table et de crier jusqu'à ce que mes poumons lâchent. Je veux que David soit là à la place, a-t-elle dit. Il devrait être le premier à tenir le bébé. Il a été mon rock pendant cette grossesse, Marcus. Il comprend ce dont j'ai besoin d'une manière que... Eh bien, d'une manière que tu ne comprends pas. La pièce a commencé à tourner. Sérieusement, j'avais l'impression d'être dans un manège de fête foraine foireux où le monde entier avait soudainement basculé et où plus rien n'avait de sens. Ma femme enceinte, portant ce que je pensais être notre enfant, voulait que son ex-petite amie soit la première personne à tenir notre bébé. Pas moi. Le mari qui avait fait des heures supplémentaires pour tout payer. Pas moi. Le gars qui avait lu des livres sur la grossesse, construit les meubles de la chambre et planifié ce moment depuis le jour où elle a fait pipi sur ce petit bâton en plastique. David, putain de crosse, le coach sportif qui était revenu dans nos vies comme une sorte de héros de film romantique et qui, apparemment, m'avait volé toute ma famille pendant que j'étais occupé à être un adulte responsable. T'es complètement taré ou quoi, ai-je dit, et j'entendais ma voix monter, mais je n'arrivais pas à la contrôler. C'est mon bébé, Clara, mon enfant. C'est moi qui ai été là pour tout. Les nausées matinales, les envies, les virées nocturnes pour t'acheter de la glace. C'est moi qui ai construit la chambre, acheté tout le matériel pour bébé, arrangé la doula, le service de repas. Et tout le reste. Et tu veux qu'un autre type tienne mon enfant avant moi. Mais Clara est restée assise là avec une expression sereine, comme si elle expliquait des maths de base à un enfant particulièrement lent. Il ne s'agit pas de toi, Marcus, a-t-elle dit, ce qui a peut-être été la chose la plus exaspérante que quelqu'un m'ait jamais dite de toute ma vie. Il s'agit de moi et de ce dont j'ai besoin pour me sentir soutenu pendant l'un des moments les plus importants de ma vie. David me comprend d'une manière que tu ne peux tout simplement pas comprendre. David la comprend. David, putain, la comprend. Je voulais demander ce que David comprenait exactement que je ne comprenais pas, à part l'accès gratuit à ma femme et, apparemment, à mes droits parentaux, mais j'étais à peu près sûr de ne pas vouloir entendre la réponse. Et ça fait de moi quoi, alors, ai-je demandé, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Quelque chose qui avait maintenu notre mariage à flot à travers tous les textos nocturnes et les mystérieux week-ends. Une liaison émotionnelle de plus en plus évidente. Un chéquier. Juste un type qui paie les factures pendant que tu joues à la petite maison avec ton petit ami du lycée? L'expression de Clara s'est adoucie un instant, comme si elle réalisait enfin à quel point cette conversation était complètement folle. Mais ensuite, son visage s'est durci à nouveau et elle a prononcé les mots qui allaient résonner dans ma tête pendant des mois. S'il te plaît, ne ramène pas ça à toi, Marcus. Il s'agit de moi et de mon bébé. Mon bébé. Pas notre bébé. Mon bébé. Comme si j'étais juste un donneur de sperme au hasard qui avait rempli sa fonction biologique et pouvait maintenant être jeté en faveur du véritable amour de sa vie. J'ai regardé cette femme avec qui j'étais marié depuis 4 ans. Cette femme avec qui j'avais construit une vie. Cette femme qui portait ce que je pensais être notre enfant, et j'ai réalisé que je ne la connaissais pas du tout. La Clara dont j'étais tombé amoureux. La Clara que j'avais épousée. La Clara avec qui j'avais prévu de fonder une famille. Cette personne n'avait apparemment jamais existé. Ou peut-être qu'elle avait existé, mais la réapparition de David avait réveillé une partie d'elle qui était en sommeil pendant toute notre relation. Une version d'elle-même qu'elle avait réprimée en se contentant du fiable et ennuyeux Marcus. Alors c'est ça, ai-je dit, en me levant de table parce que je ne pouvais plus rester assis. 4 ans de mariage, des mois à préparer ce bébé,
et tu décides simplement que ton ex-petite amie peut jouer au papa pendant que je regarde depuis la touche? C'est juste l'accouchement, Marcus, a-t-elle dit. Comme si ça devait arranger les choses. Après ça, tout redevient normal. Normal, bien sûr. Parce qu'il n'y a rien d'anormal à ce que votre femme choisisse un autre homme pour assister à la naissance de votre enfant. Rien d'étrange à être remplacé par le premier amour de votre femme au moment le plus important de votre vie de père. J'ai regardé Clara assise là, si calmement, si certaine que ce qu'elle demandait était raisonnable, et j'ai réalisé que notre mariage était terminé depuis des mois. Je n'avais simplement pas fait attention. Vous savez ce qu'on dit sur la vengeance qui est un plat qui se mange froid? Eh bien, il s'avère que je préfère le mien servi à température ambiante, avec une touche de réalité financière et une généreuse portion de « qui joue à des jeux cons, gagne des prix cons ». Parce qu'après que Clara ait lâché cette bombe sur le fait de vouloir que David tienne notre bébé en premier, quelque chose en moi a tout simplement basculé. Pas cassé. Cela impliquerait une sorte de dépression. Non, c'était plus comme un interrupteur qu'on actionne. Un moment de clarté parfaite où j'ai enfin compris exactement ce qui devait se passer ensuite. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas jeté aux pieds de Clara en la priant de reconsidérer, ce qui aurait probablement été la réponse normale pour un gars qui venait de s'entendre dire que sa femme préférait la présence de son ex à la sienne pendant la naissance de leur enfant. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose qui a apparemment surpris tout le monde, y compris moi-même. Je suis passé en mode tactique, putain. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas parce que je pleurais ou que j'étais en pleine crise émotionnelle, mais parce que j'étais occupé à planifier. Vous voyez, c'est le truc quand on est charpentier. On apprend à penser de manière systématique. On mesure 2 fois, on coupe 1 fois. On comprend que chaque action a des conséquences. Et si on veut construire quelque chose de durable, il faut une base solide. Eh bien, Clara et David venaient de démolir les fondations de mon mariage. Il était donc temps de reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose avec des limites et des conséquences clairement définies que même un coach sportif et une femme enceinte délirante pourraient comprendre. Le lendemain matin, alors que Clara dormait encore, se remettant du cocktail hormonal qui l'avait convaincu que sa demande était raisonnable, je me suis levé tôt et je me suis fait une cafetière. Pas le café chic que Clara aimait, mais la merde bon marché et forte qui vous réveille vraiment et vous aide à penser clairement. Puis je me suis assis devant mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. Premier arrêt, la liste de naissance. Vous vous souvenez de cette liste, n'est-ce pas? Celle que j'avais passé des semaines à composer avec soin, en ajoutant tous les articles possibles dont notre enfant pourrait avoir besoin. Des nécessités de base aux articles de luxe qui faciliteraient la vie de Clara pendant ses premiers mois difficiles. La liste qui représentait des mois de recherche, de comparaison de prix et de planification financière. Eh bien, devinez ce qui se passe quand papa n'est pas invité à l'accouchement? La carte de crédit de papa ne joue pas non plus. Clic, clic, clic. Annulé, annulé, annulé. Le berceau de luxe qui se transformait en lit d'enfant. Disparu. Le système de poussette dernier cri qui pouvait survivre à une apocalypse zombie. Remboursé. Les draps en coton bio et le matelas hypoallergénique. A+. Le tire-lait coûteux qui était censé faciliter l'allaitement. Plus mon problème. Chaque article que j'avais acheté, chaque contribution que j'avais faite au confort et à la sécurité future de mon enfant, tout a disparu en quelques clics de souris. Mais je n'avais pas fini. Oh, non. Je ne faisais que m'échauffer. Parce que si David allait jouer au papa dans la salle d'accouchement, alors David pouvait très bien assumer toutes les responsabilités financières qui vont avec ce privilège. J'ai passé l'heure suivante au téléphone, à appeler chaque fournisseur, chaque prestataire de service, chaque entreprise qui attendait un paiement de Marcus Aille. Bonjour, c'est Marcus Aille, j'appelle concernant le compte numéro. Je commençais chaque conversation avec le genre de politesse professionnelle qui vient d'années à traiter avec des clients difficiles. J'ai besoin de faire quelques changements dans les informations de facturation. Le service de livraison de repas qui était censé nous apporter des dîners sains pendant le premier mois après l'arrivée du bébé. S'il vous plaît, transférez le compte à David Cross. Voici ses coordonnées. L'infirmière de nuit qui allait aider Clara à dormir un peu pendant ses premières semaines cruciales. En fait, Monsieur Cross s'occupera des paiements pour ce service désormais. Le photographe professionnel qui allait capturer ses précieux premiers moments. Changement de plan.
David Cross est le nouveau contact. Chaque appel téléphonique était comme un petit acte de justice. Chaque facture transférée, chaque service annulé, chaque responsabilité financière qui passait de mon nom à celui de David me donnait l'impression de me défendre enfin, après des mois à être traité comme un portefeuille sur pattes. L'appel à la doula postpartum a probablement été mon préféré. Cette femme, Linda quelque chose, avait passé 1 heure au téléphone avec moi des semaines plus tôt, m'expliquant comment ses services fourniraient un soutien inestimable pendant la convalescence de Clara. Elle m'avait donné des tarifs qui m'avaient fait pleurer les yeux, mais j'avais accepté parce que je voulais que Clara ait tous les avantages possibles. Monsieur Hay, a dit Linda quand j'ai appelé pour faire le changement. Êtes-vous sûr de cela? Nous avions tout arrangé. Je suis absolument certain, lui ai-je dit. David Cross prendra en charge toutes les responsabilités financières liées à l'accouchement et à la période postpartum. Il est très impliqué dans cette grossesse. Je pouvais entendre la confusion dans sa voix, mais à son crédit, elle a été assez professionnelle pour ne pas poser de questions. Eh bien, si c'est ce que vous préférez, je devrais parler directement avec Monsieur Cross pour organiser le paiement. Je suis sûr qu'il sera ravi de vous entendre, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Les factures de l'hôpital étaient plus délicates, car la plupart des soins prénataux avaient déjà été facturés à mon assurance. Mais j'ai appelé quand même et je me suis assuré que tous les frais supplémentaires liés au travail, à l'accouchement et aux soins postpartum seraient adressés à l'attention de David. Laissez-le se débrouiller pour naviguer dans le système de santé américain tout en jonglant avec ses séances d'entraînement personnel. À midi, j'avais systématiquement transféré chaque obligation financière liée à la naissance et aux premiers soins de notre bébé à David Cross. Le berceau qu'il avait aidé Clara à choisir. Son problème maintenant. Le siège auto que j'avais passé des heures à apprendre à installer correctement. J'espère qu'il a une bonne assurance. Le service de nourriture bio pour bébé, l'abonnement aux couches, la consultante en lactation. Tout était maintenant la responsabilité de David. Ma sœur Rachel m'a appelé vers l'heure du déjeuner, s'attendant probablement à me trouver en pleine dépression. Au lieu de ça, elle m'a trouvé dans mon atelier, en train de poncer calmement un morceau de chêne et d'écouter du rock classique comme si c'était un jour comme un autre. Marcus, a-t-elle dit, et je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. J'ai appris ce qui s'est passé. Tu vas bien? Je vais super bien, lui ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je progresse enfin sur ce meuble télé que je devais construire. Mais Clara, le bébé, qu'est-ce que tu vas faire? Rien, ai-je dit, en passant la main sur le grain lisse du bois. David voulait être le héros, alors maintenant il va être le héros. Les héros paient pour leurs propres aventures. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis Rachel s'est mise à rire. Pas le petit rire compatissant qu'on donne à quelqu'un qui a clairement perdu la tête, mais un rire sincère et approbateur. Putain, Marcus, a-t-elle dit. Tu l'as vraiment fait. Tu les fais enfin payer pour le respect qu'ils t'ont manqué. Et c'est exactement ce que je faisais. Pendant des mois, on m'avait traité comme un personnage secondaire dans ma propre vie, comme le gars fiable qui paie les factures pendant que la vraie romance se passe entre d'autres personnes. Eh bien, si je n'étais pas assez bien pour assister à la naissance de mon propre enfant, alors je n'étais certainement pas assez bien pour la payer non plus. Le meilleur dans tout ça, c'est que je me sentais complètement en paix avec ma décision. Pas de culpabilité, pas de doute, pas de me demander si j'étais peut-être trop dur. Clara avait fait son choix, et maintenant elle devait vivre avec les conséquences. Parfois, la seule façon d'enseigner aux gens le respect, c'est de leur montrer ce qui se passe quand ils n'en ont pas. Le silence était putain de magnifique. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'avais un silence complet et total. Pas le genre de silence inconfortable qui s'installe quand on se dispute avec quelqu'un qu'on aime, mais le genre de silence paisible et curatif qui vient quand on arrête enfin de se cogner la tête contre un mur et qu'on réalise qu'on peut simplement le contourner. J'ai appris la naissance de la manière dont tout homme qui se respecte apprend les grands événements de la vie de nos jours, via les réseaux sociaux. Pas un appel de ma femme, pas un texto, pas même un putain de pigeon voyageur. Non. Je faisais défiler mon fil Facebook pendant ma pause déjeuner, en mangeant un sandwich au dindon dans ma camionnette et en m'occupant de mes affaires quand, boum, c'était là. Une photo postée par un ami commun qui pensait apparemment que je voudrais voir une photo de l'ex-petite amie de ma femme tenant ce qui était censé être mon enfant. La photo était tout ce qu'on pouvait attendre d'un moment de réseau social soigneusement mis en scène, conçu pour faire croire à tout le monde en l'amour véritable et aux secondes chances. Il y avait David,
l'air d'avoir gagné à la loterie, berçant ce minuscule petit être humain avec le genre d'expression qui disait « Regardez-moi, je suis un pro de la paternité ». Clara était dans le lit d'hôpital derrière lui, l'air épuisée mais rayonnante, comme si elle venait d'accomplir quelque chose d'incroyable au lieu de détruire complètement son mariage pour une romance de lycée nostalgique. La légende disait « Bienvenue au monde, petite Emma ». Tellement reconnaissante pour le soutien de David pendant ce voyage incroyable. Béni nouveau départs amour véritable. Emma. Il l'avait appelée Emma sans même me le demander. Non pas que je m'attendais à être consulté, étant donné que j'avais été officiellement rétrogradé de Marie et Pera, ce gars qui payait les choses avant, dans l'esprit de Clara. Mais quand même, voir le nom de ma fille pour la première fois sur un post Facebook en mangeant un sandwich de station-service sur le parking d'un magasin de bricolage n'était pas exactement la façon dont j'avais imaginé que ce moment se déroulerait. Mon téléphone s'est mis à vibrer immédiatement. Texto après texto, appel après appel. Tout le monde soudain très préoccupé par mon état mental et désireux de s'assurer que je savais ce qui se passait, parce qu'apparemment, à l'ère des réseaux sociaux, on ne peut même pas avoir une crise familiale privée sans qu'elle ne devienne un divertissement communautaire. Marcus, je viens de voir le post. Tu vas bien, mec? C'est quoi ce bordel? Rappelle-moi, je m'inquiète pour toi. Marcus, c'est de la folie. S'il te plaît, dis-moi que tu ne vois pas cette merde. Mais je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai mis mon téléphone en silencieux, j'ai fini mon sandwich et je suis retourné au travail. Parce que c'est ce qu'on fait quand sa vie implose un mardi après-midi. On mesure 2 fois, on coupe 1 fois, et on continue à construire ce qu'on est en train de construire jusqu'à la fin de la journée. Les jours qui ont suivi ont été une masterclass sur le pouvoir du silence stratégique. Clara appelait constamment. Les textos arrivaient par vagues, commençant par être désespérés et devenant progressivement plus frénétiques à mesure qu'elle réalisait que je n'allais pas répondre avec la réaction émotionnelle dramatique qu'elle attendait probablement. Marcus, s'il te plaît, rappelle-moi. Je sais que tu es contrarié, mais il faut qu'on parle. Le bébé est magnifique. Elle a tes yeux. S'il te plaît, ne la punis pas pour mes erreurs. Marcus, c'est ridicule. Tu es mesquin et enfantin. Je suis à l'hôpital avec notre fille et tu n'es nulle part. Quel genre de père fait ça? Quel genre de père fait ça? Celle-là m'a presque fait rire. Le genre de père qui se fait remplacer par l'ex de sa femme, apparemment. Le genre de père qui n'est pas assez bien pour assister à la naissance de son propre enfant, mais qui est quand même censé payer la note pour le bonheur de tous les autres. J'ai supprimé chaque message sans les lire entièrement. Chaque suppression était comme une petite victoire, un minuscule acte d'auto-préservation dans un monde qui avait soudainement décidé que j'étais le méchant pour avoir refusé de financer ma propre humiliation. Les appels de David étaient encore plus divertissants. Ce type, qui avait fricoté avec ma femme enceinte pendant des mois, voulait soudainement avoir des conversations d'homme à homme sur « faire ce qui est juste pour le bébé ». J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale et je les ai finalement supprimés sans les écouter. Quoi que David Cross ait à me dire, je garantis que ça ne valait pas la peine d'être entendu. Au lieu de gérer le chaos que j'avais laissé derrière moi, je me suis jeté dans le travail avec une intensité qui a probablement inquiété mes collègues mais qui m'a gardé sain d'esprit. J'arrivais tôt, je restais tard, et je me perdais dans le genre de travail précis et méthodique qui exige une concentration totale. Mesurer des planches, couper des assemblages, poncer des surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses comme du verre. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à créer quelque chose de beau et de fonctionnel de ses propres mains quand tout le reste de votre vie est parti en couille. Mon atelier est devenu mon sanctuaire. Je rentrais des chantiers et je disparaissais immédiatement dans le garage, travaillant sur des projets personnels à la lumière de la lampe de mon établi pendant que mon téléphone vibrait inutilement dans la maison. J'ai construit une bibliothèque, restauré une vieille commode, et j'ai commencé à travailler sur une table de salle à manger qui était probablement trop belle pour ma situation de vie actuelle. Mais qui me donnait quelque chose sur quoi me concentrer en dehors du fait que mon mariage s'était effondré. Jared, mon collègue, qui m'avait prévenu de ne pas laisser Clara me saigner à blanc, a essayé de prendre de mes nouvelles quelques fois pendant ces premières semaines. Il trouvait des excuses pour travailler près de moi sur les chantiers, engageant une conversation désinvolte tout en pêchant clairement des informations sur mon état mental. « Ça va, mec ?» a-t-il demandé un après-midi alors que nous installions des armoires de cuisine dans le manoir d'un avocat. « Je ne t'ai pas vu au déjeuner ces derniers temps. »« Ça va ?» lui ai-je dit, en me concentrant pour obtenir les mesures exactes.
Juste occupé. Si tu as besoin de parler. Je n'en ai pas besoin. Et c'était la vérité. Je n'avais pas besoin de parler. Je n'avais pas besoin de sympathie. Je n'avais besoin des conseils de personne sur la façon de gérer ma situation. Ce dont j'avais besoin, c'était le silence que j'avais enfin trouvé. La paix qui venait de ne pas participer au drame des autres. La seule personne dont je répondais aux appels était Rachel, principalement parce qu'elle avait une clé de ma maison et qu'elle se serait probablement pointée de toute façon si je l'ignorais assez longtemps. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-elle demandé lors d'un de nos brefs points. « Mieux que prévu, lui ai-je dit, et je le pensais. Il s'avère qu'il y a du bon à se foutre des choses qu'on ne peut pas contrôler. Tu as vu le bébé? Non. Tu comptes le faire? Quand je serai prêt. Selon mes conditions. Rachel est restée silencieuse un moment, puis a dit, tu sais, je suis fier de toi. Tu gères ça mieux que la plupart des mecs. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que la plupart des mecs se seraient pointés à l'hôpital, auraient fait une scène, auraient supplié leur femme de reconsidérer. Peut-être que la plupart des mecs auraient essayé de se battre pour leur mariage, leurs droits parentaux, leur dignité. Mais je n'étais pas la plupart des mecs. J'étais Marcus Haye, et j'avais enfin appris la valeur du silence. La réalité, s'avère-t-il, est une vraie salope. Elle a cette sale habitude de se pointer à la fête sans y être invitée. Généralement, juste au moment où tout le monde s'amuse le plus à prétendre que les conséquences n'existent pas. Et mon Dieu, la réalité a décidé de s'incruster dans la petite fête amoureuse de Clara et David avec toute la subtilité d'un train de marchandises heurtant une Smart. Ça a commencé environ 2 semaines après la naissance d'Emma, juste au moment où la bulle magique du nouveau-né commence à se dégonfler et où les parents réalisent que les bébés sont d'adorables petits tyrans qui n'en ont rien à foutre de votre emploi du temps. De votre compte en banque ou de vos fantasmes romantiques. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à sonner avec un ton entièrement différent. Fini les appels furieux et exigeants où Clara agissait comme si j'étais le déraisonnable pour ne pas vouloir financer ma propre humiliation. Ces nouveaux appels avaient une note distincte de panique. Le genre de désespoir qui vient quand quelqu'un réalise soudain qu'il est complètement dépassé. « Marcus », a dit Clara dans l'un des nombreux messages vocaux que je n'ai pas pris la peine de retourner. L'hôpital demande le paiement des frais de la salle d'accouchement. L'assurance de David n'a pas tout couvert et ils disent qu'il y a un solde de $3000. Peux-tu me rappeler, s'il te plaît? $3000. Pour quelqu'un qui gagnait sa vie en entraînant des femmes au foyer riche à faire des postures de yoga, c'était probablement comme lui demander de financer une mission spatiale. Je pouvais presque entendre la mâchoire parfaitement sculptée de David tomber par terre quand il a réalisé que jouer au papa venait avec de vraies obligations financières qui ne pouvaient pas être résolues avec des milkshakes protéinés et des discours de motivation sur la recherche de son guerrier intérieur. Mais je n'ai pas rappelé. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose qui m'aurait probablement valu une nomination pour le « connard mesquin de l'année » si c'était une vraie catégorie de prix. J'ai continué à travailler sur mon projet de table de salle à manger. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique à poncer du chêne à la main quand votre ex-femme découvre que son chevalier servant à la stabilité financière d'un château de cartes dans une tempête de vent. Les messages vocaux ont continué à arriver, chacun un peu plus désespéré que le précédent. Marcus, s'il te plaît. La doula menace d'envoyer notre compte en recouvrement si nous ne la payons pas avant vendredi. David a essayé de régler le paiement, mais ses cartes de crédit sont au maximum à cause d'un investissement commercial qui n'a pas fonctionné. Bien sûr qu'elle l'était. Parce que les gars qui abandonnent 2 mariages et passent leur vie à courir après la prochaine solution miracle ne sont pas exactement connus pour leur planification financière à long terme. Qui aurait pu le prévoir? Oh, attendez. Littéralement tout le monde sauf Clara, qui était apparemment trop occupée à revivre ses jours de gloire du lycée pour remarquer que le prince charmant était en gros un instructeur de fitness fauché avec des problèmes d'engagement. L'infirmière de nuit veut être payée d'avance avant de commencer à travailler avec nous. David essaie d'obtenir un prêt, mais la banque demande des documents qu'il n'a pas. Un prêt. David Cross, l'homme qui était censé être le rock de Clara pendant sa grossesse, essayait d'obtenir un putain de prêt sur salaire pour couvrir les frais d'être un héros. Je devais admirer l'engagement du gars dans son rôle, même si son exécution était plus un désastre financier qu'un geste romantique. L'appel vraiment divertissant a commencé vers la 3e semaine, lorsque le manque de sommeil et les problèmes d'argent ont commencé à peser sur le paradis. La voix de Clara avait pris cette qualité effilochée,
comme quelqu'un qui n'avait pas dormi plus de 2 heures d'affilée et commençait à remettre en question des choix de vie majeurs. Marcus, Emma n'arrête pas de pleurer. Le médecin dit que ce sont des coliques, mais David ne sait pas comment gérer ça. Il s'en va dès qu'elle pleure trop parce qu'il dit que ça le stresse. Je deviens folle. Ah, voilà. La première fissure dans le conte de fées. Il s'avère que Monsieur Fitness Parfait n'était pas si parfait face à un nourrisson qui hurle à 3 heures du matin. Qui aurait pu prédire qu'un gars qui avait quitté 2 mariages n'aurait peut-être pas la patience et l'engagement requis pour élever un enfant? Choquant. Vraiment choquant. J'ai appris la plupart de ces choses de seconde main par mon ami Jared, qui était apparemment devenu le crieur public non officiel de mon drame domestique. La femme de Jared était amie avec quelqu'un qui travaillait au gymnase où David entraînait ses clients, et les informations circulent vite dans les petites villes, surtout quand elles concernent l'effondrement romantique très public de quelqu'un. Le bruit court que David se met en arrêt maladie, m'a dit Jared pendant l'une de nos pauses déjeuner. Apparemment, les pleurs du bébé affectent son sommeil et il n'arrive pas à fonctionner correctement pendant les séances d'entraînement. Son patron n'est pas content. Il n'arrive pas à fonctionner correctement. Le gars qui était censé être le partenaire parfait de Clara, l'homme qui comprenait ses besoins mieux que son propre mari, ne supportait pas un bébé qui pleure. J'avais lu assez de livres sur la parentalité pour savoir que les coliques étaient temporaires, durant généralement quelques mois au plus. Mais apparemment, l'engagement de David envers la paternité avait une date d'expiration qui coïncidait avec son besoin de 8 heures de sommeil réparateur ininterrompu. Il y a plus, a continué Jared, appréciant clairement son rôle de porteur de ragot. Ma femme a entendu dire que Clara se pointe à l'épicerie avec l'air de ne pas s'être douchée depuis des jours, achetant du lait maternisé et des fournitures pour bébé toute seule. David n'est nulle part en vue. Bien sûr qu'il n'y était pas. Parce que jouer au papa, c'est amusant quand il s'agit de tenir un bébé endormi pour les photos et d'être félicité pour être si naturel. Mais c'est nettement moins attrayant quand ça implique des biberons à 4 heures du matin, des couches qui débordent, et le genre d'épuisement qui vous fait remettre en question vos choix de vie. L'appel le plus pathétique est arrivé à la fin de la 3e semaine. La voix de Clara était si brisée, si complètement vaincue que, pendant une fraction de seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Marcus, je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, mais Emma est malade. Elle a de la fièvre depuis 2 jours. Et le pédiatre veut faire des tests. David. David a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Il reste chez sa sœur jusqu'à ce que le bébé aille mieux. Je suis toute seule ici et je ne sais pas quoi faire. De l'espace pour réfléchir. Le code masculin universel pour « cette relation est beaucoup plus compliquée que je ne le pensais et je vais disparaître jusqu'à ce que quelqu'un d'autre résolve tous les problèmes ». David s'était engagé pour le romantisme et l'excitation de voler la femme d'un autre homme, pas pour la réalité peu glamour d'élever réellement un enfant. Et maintenant que les choses étaient devenues difficiles, il faisait ce que les gars comme David font toujours, il fuyait. Mais voici la chose qui a probablement fait de moi une personne horrible. Au lieu de me sentir vengé ou en colère, j'ai ressenti quelque chose de bien pire. Je n'ai rien ressenti. Absolument rien, putain. Clara aurait pu me dire que David s'était enfui pour rejoindre le cirque, et j'aurais eu la même réaction émotionnelle que si elle m'avait parlé de la météo. La femme qui avait passé des mois à choisir un autre homme à ma place, qui avait décidé que son ex-petite amie devait assister à la naissance de notre fille, qui m'avait systématiquement exclu de tous les moments importants de la petite enfance de mon enfant. Faisait maintenant face aux conséquences de ses choix. Et j'étais censé ressentir quoi? De la sympathie? Une obligation? L'envie de débarquer comme une sorte de héros de secours et de sauver la situation? Non. Pas question. J'avais exactement une seule réponse à la situation de plus en plus désespérée de Clara. La même réponse que je lui donnais depuis des semaines. Un silence complet et total. Parce que parfois, la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un les conséquences, c'est de le laisser les vivre pleinement, sans interférence, sans sauvetage, sans que quelqu'un d'autre n'intervienne pour réparer ce qu'il a cassé. Clara avait fait son lit. Maintenant, elle devait s'y coucher, seule. 3 semaines après la naissance d'Emma, Clara s'est pointée à mon atelier comme un fantôme d'une vie que je vivais autrefois. J'ai entendu la portière de la voiture claquer dehors vers 18 heures, alors que je mettais la touche finale à cette table de salle à manger sur laquelle je travaillais. Celle qui était probablement trop belle pour ma situation actuelle, mais qui m'a gardé sain d'esprit pendant toute cette putain de tempête.
J'ai su que c'était elle avant même de lever les yeux, car j'ai reconnu le bruit de la portière de sa vieille Honda. La façon dont elle grinçait et protestait, comme tout le reste de notre ancienne vie commune. Je n'ai pas arrêté de travailler. Je ne me suis pas précipité pour ouvrir la porte du garage ou fait semblant d'être surpris de la voir. J'ai juste continué à passer le papier de verre sur le grain du chêne, par longs coups réguliers, pendant qu'elle se tenait dehors, rassemblant le courage qui lui restait. Parce que c'est ce qu'on fait quand quelqu'un qui a détruit votre vie décide qu'il a besoin de quelque chose de vous. Vous le faites attendre. Vous le faites travailler pour ça. Quand Clara a finalement frappé, c'était le petit coup timide de quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir le droit de vous déranger. Pas le coup assuré d'une femme venant voir son mari, mais le son hésitant d'une étrangère demandant de l'aide à quelqu'un qu'elle a lésé. Je l'ai laissé frapper 3 fois avant d'appuyer enfin sur le bouton pour lever la porte du garage. Bon Dieu, elle avait une sale gueule. Et je ne dis pas ça d'une manière mesquine et vengeresse, heureux de la voir souffrir. Je veux dire, elle avait littéralement l'air de quelqu'un qui a traversé une guerre et qui a lourdement perdu. Ses cheveux étaient sales et attachés en une queue de cheval en désordre qui avait renoncé à être fonctionnel. Ses vêtements, un t-shirt taché et un pantalon de survêtement qui avait probablement été nettoyé dans un passé lointain, flottaient sur elle comme si elle avait perdu un poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Mais ce sont ses yeux qui m'ont vraiment touché. Ces mêmes yeux qui s'illuminaient quand elle parlait de David, qui pétillaient d'excitation quand elle décrivait leur avenir ensemble, semblaient maintenant vides et désespérés, comme quelqu'un qui est éveillé depuis 72 heures d'affilée et ne sait plus où il en est. Dans ses bras se trouvait Emma, ma fille. Le bébé que j'avais été systématiquement empêché de rencontrer, l'enfant dont la naissance avait été traitée comme un événement exclusif auquel je n'étais pas assez important pour assister. Elle était minuscule, encore plus petite que ce à quoi je m'attendais, enveloppée dans une couverture rose qui semblait assez chère pour être l'une des contributions de David à leur petite installation familiale parfaite. Marcus, a dit Clara, et sa voix s'est brisée sur mon nom, comme si elle n'était pas sûre d'avoir encore le droit de l'utiliser. Elle tremblait. D'épuisement, de froid, ou de pure crise de nerfs, je ne saurais le dire. Je sais que je ne mérite pas d'être ici. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, dans mes vêtements de travail, couvert de sueur, tenant un morceau de papier de verre, et j'ai attendu qu'elle en vienne au fait. Parce que c'est une autre chose qu'on apprend en tant que charpentier. Parfois, la meilleure réponse au discours dramatique de quelqu'un est de le laisser parler jusqu'à ce qu'il se coince lui-même, pendant que vous déterminez exactement ce qu'il veut de vous. Clara a bougé Emma dans ses bras, et j'ai aperçu le visage du bébé pour la première fois. Elle avait mes yeux, la garce. La même couleur marron foncé, la même expression sérieuse qui faisait toujours dire aux gens que j'avais l'air de penser à des choses profondes alors qu'en réalité, j'essayais juste de me souvenir où j'avais mis mes clés. C'était troublant à quel point elle me ressemblait, considérant les efforts que Clara avait déployés pour me rendre insignifiant dans son existence. David est parti, a poursuivi Clara. Et il y avait quelque chose de presque soulagé dans sa voix, comme si elle admettait enfin une chose à laquelle elle avait essayé de ne pas penser. Il est parti il y a 2 jours. Il a dit que tout ça a été trop, qu'il n'était pas prêt pour cette responsabilité. Ses mots exacts ont été « Je me suis engagé pour être ton petit ami, pas le père de l'enfant d'un autre. » L'enfant d'un autre. Même dans son discours de départ, David avait réussi à reconnaître ce que Clara avait passé des mois à prétendre faux, qu'Emma était ma fille, pas la sienne. Le gars avait joué à la petite maison avec ma femme, mais quand les choses sont devenues sérieuses, il n'a pas pu supporter la réalité d'élever l'enfant d'un autre homme. Ce qui n'a choqué absolument personne, sauf Clara, apparemment. Elle a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une enveloppe qui semblait avoir été manipulée par quelqu'un aux mains moites et nerveuses. Le genre d'enveloppe qui contient de mauvaises nouvelles et du désespoir à parts égales. Les factures de l'hôpital, dit-elle en me la tendant comme une offrande de paix, ou peut-être un drapeau blanc de reddition. La doula, le photographe, le service de repas, tout. David n'a rien pu payer. Il a maximisé ses cartes de crédit en essayant de couvrir les premières dépenses. Et puis, quand Emma est tombée malade et a eu besoin de ses tests. Elle s'est interrompue, réalisant probablement qu'expliquer l'incompétence financière de David n'aidait pas vraiment sa cause. J'ai pris l'enveloppe mais je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai juste tenue pendant que Clara continuait sa confession. J'ai eu tort. Marcus. Surtout. Je pensais que David me comprenait mieux.
Je pensais qu'il pouvait me donner quelque chose que tu ne pouvais pas. Mais il s'est enfui dès que les choses sont devenues difficiles. Tu n'aurais jamais fait ça. Tu ne l'as jamais fait. Même quand je t'ai donné toutes les raisons de le faire. Elle pleurait maintenant. Le genre de pleurs moche et épuisé de quelqu'un qui a tenu le coup par pure volonté et qui a finalement atteint le point de rupture. J'ai besoin de toi, a-t-elle murmuré. Emma a besoin de toi. Tu es son père, et j'ai été une idiote de penser que David pourrait te remplacer. Je sais que j'ai tout détruit entre nous, et je sais que tu me détestes probablement, mais s'il te plaît, notre fille a besoin de son papa. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Clara avait dit quelque chose qui comptait. Pas, je suis désolée pour l'infidélité, ou, j'ai fait une erreur en choisissant David. Elle avait enfin reconnu qu'Emma était notre fille et que j'étais son père. C'était probablement 3 semaines trop tard et ça n'arrivait qu'après que son plan de secours se soit complètement effondré. Mais c'était quelque chose. J'ai regardé Emma, je l'ai vraiment regardée pour la première fois, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas du pardon pour Clara. Ça allait demander bien plus qu'une visite désespérée à mon atelier. Mais autre chose. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec David ou Clara ou les mois de trahison, et tout à voir avec cette petite personne qui n'avait jamais demandé à naître dans ce gâchis. Tu n'avais pas à mériter ça, a dit Clara, interprétant mal mon silence comme de l'hésitation. Tu l'as toujours mérité. Tu as toujours été le meilleur homme, le meilleur choix. Je n'ai simplement pas pu le voir avant qu'il ne soit trop tard. Mais je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je savais quelque chose que Clara commençait à peine à comprendre. Quelque chose qui m'avait pris des semaines de silence et d'introspection à comprendre. L'amour sans respect n'est que de la manipulation avec un meilleur marketing. Et le respect n'est pas quelque chose que l'on peut retrouver en s'excusant. C'est quelque chose qu'il faut reconstruire de A à Z, une action honnête à la fois. Parfois, la seule façon d'enseigner aux personnes les plus proches de vous ce que vous valez, c'est de les laisser vivre avec les conséquences de vous avoir traité comme si vous ne valiez rien. Clara avait appris cette leçon à la dure. Maintenant venait la vraie question. Que allais-je faire de cette connaissance ?